que la radio voyage loin, parce que la radio voyage bien, nous vous proposons d'aller à la rencontre de personnalités marquantes et inspirantes. Bienvenue aux grandes entrevues de Radio Francophonie sans frontières. Au microphone, Sophie Amel Dufour en direct de la ville de Québec, au Québec. Aux grandes entrevues aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Emmanuel Maury, qui est secrétaire général administratif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, parfois mieux connu sous APF. Pendant plusieurs années, M. Maury a également été maître de conférences à la Faculté libre de droit et d'économie de Paris et à Sciences Po Paris. Également, M. Maury est auteur d'essais, de nouvelles et de romans, ainsi que d'anthologies portant sur la poésie. M. Maury, bonjour et bienvenue à Radio Francophonie sans frontières. Bonjour, bonjour. Vous nous parlez en direct de Paris aujourd'hui. En n'est-ce pas? effet, avec un temps assez beau. C'est bien parce qu'il semblerait que l'été a été plutôt gris sur Paris. Oui, oui, mais voilà, il est là. Vous voyez, j'ai une vue sur la Tour Eiffel. Le temps est assez beau, une embellie comme on l'espère pour la francophonie dans les 30 ans à venir. Plongeons donc une embellie pour la francophonie. Quel est votre souhait pour la francophonie? Ah ben, c'est que son rayonnement ne cesse de s'étendre et son influence. On peut avoir des espoirs parce que aujourd'hui, on estime le nombre de locuteurs en français dans le monde à environ 300 millions et on peut espérer en avoir 500 millions à l'horizon 2050, ce qui en ferait l'univers linguistique le plus prospère du monde, plus que les arabophones ou les lusophones ou les germanophones, par exemple. Donc c'est ce qu'on peut espérer. Alors tout ça dépend évidemment de multiples facteurs, en particulier les systèmes éducatifs, notamment en Afrique, puisque c'est le continent qui comporte aujourd'hui le plus grand nombre de francophones et où la croissance démographique est la plus importante. Eh bien, dans ce premier tour d'horizon sur la francophonie, j'ai envie de m'en servir pour revenir sur votre parcours professionnel. En fait, vous avez étudié en sciences politiques, puis vous avez fait un doctorat en sciences économiques, et par la suite, vous avez occupé différents postes au sein de l'administration française. Et aujourd'hui, comme je le disais en introduction, vous êtes secrétaire général administratif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, parlez-nous du fil conducteur qui vous a guidé tout au long de votre carrière, vous menant de sciences politiques à sciences économiques et aujourd'hui à cette francophonie dont vous souhaitez l'embellie. Alors, en fait, ma première vocation est une vocation d'écrivain, euh, mais comme on ne peut pas aisément vivre de sa plume quand on a 23 ou 24 ans, qu'il faut être réaliste, et aussi que être écrivain, c'est finalement peut-être entretenir une forme de rêve. Euh, il faut aussi que le rêve devienne réalité, et j'ai eu aussi envie d'embrasser la fonction publique, les concours de hauts fonctionnaires pour pouvoir servir ce que je considérais être l'intérêt général, c'est-à-dire défendre des causes qui dépassent les intérêts individuels des individus ou des sociétés pour défendre des causes collectives. Et c'est ainsi que j'ai passé je suis rentré à l'Assemblée nationale française comme administrateur, j'ai fait une carrière, j'étais au service du Premier ministre également, et puis depuis quelques années, j'ai été ensuite directeur, responsable de la bibliothèque du Palais Bourbon, et donc c'était une façon de réconcilier le rêve d'écrivain amoureux des livres avec la fonction publique, puisque cette bibliothèque est la plus vieille bibliothèque parlementaire du monde et l'une des plus riches qui soit, avec des trésors du patrimoine français et universel. Il y a notamment parmi les premiers livres écrits sur le Québec, par parenthèse, avec une magnifique salle de lecture dont les plafonds ont été entièrement peints par Delacroix, et qui comporte en sous-sol une quinzaine de kilomètres de rayonnage.
Donc ça, à la suite de ces fonctions-là, j'ai été nommé comme secrétaire général administratif, c'est-à-dire le responsable administratif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il y a 3 ans. Voilà le lien, en fait. C'était une façon un petit peu de répondre à la formule de Saint-Exupéry que j'aime bien, fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Eh bien, M. Maury, justement, vous êtes secrétaire général administratif de l'Assemblée parlementaire, l'APF. Peut-être au bénéfice de nos auditeurs, vous pourriez nous expliquer un peu plus précisément quel est le rôle d'un secrétaire général administratif? Alors, bon, c'est en fait responsable administratif ou administrateur d'une organisation. Mais peut-être pour mieux faire comprendre, il faut surtout parler de l'APF, parce que moi, je ne suis que de passage. Ce qui compte, c'est l'institution elle-même. L'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, est une organisation qui a été créée en 1967, donc une des toutes premières organisations francophones, probablement la première politique au sens fort du terme. C'est d'ailleurs, on connaît aujourd'hui davantage, enfin, on connaît peut-être certains connaissent plus l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, que l'APF, tout simplement parce que l'OIF aujourd'hui représente les gouvernements, alors que l'APF représente les parlements. Et que on a tendance à parler peut-être davantage des gouvernements que des parlements parce qu'ils ont plus de moyens d'action que les parlements. Néanmoins, il faut savoir que l'APF a été créée antérieurement à l'OIF et que c'est même l'APF qui est à l'origine de la création de l'OIF, qui était à l'époque, au début des années 70, la CCT, qui est devenue ensuite l'OIF telle qu'on la connaît. Donc, cette première organisation politique, à l'origine, je dirais, du dispositif politique de la francophonie, dont les pères fondateurs sont des figures comme Senghor ou le prince Sihanouk. Voilà, ils sont plusieurs fondateurs ainsi, ou le Habib Bourguiba, le président tunisien Habib Bourguiba, ou Ahmed Diori du Niger. Aujourd'hui, ces buts. Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise un peu plus sur l'objectif, l'objet de l'APF? Oui, c'est ça, en fait, Ouais, justement, quel est son but? Et compte voilà. tenu d'aujourd'hui, dans un monde qui change rapidement, voire brusquement, comme nous l'a appris la pandémie de la COVID-19, quels sont les atouts de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et justement, comment son but permet de continuer à naviguer dans un monde qui change rapidement? Alors, en fait, ces missions sont définies par, il y a des statuts, bien sûr, il y a la charte de la francophonie qui régit tous les acteurs, mais ces missions précises sont définies dans ce que nous appelons un cadre stratégique qui est renouvelé tous les 4-5 ans. L'actuel cadre stratégique porte sur la période de 2019-2022 et comporte un certain nombre de priorités principales. Je vais être très, très bref pour ne pas rentrer trop dans les détails. La première priorité, c'est le rayonnement et la promotion de la langue française dans le monde et du multilinguisme. La langue française, c'est le socle fondateur de la francophonie. Senghor disait la francophonie est ce monde créé à partir de ce joyau que nous a laissé la décolonisation et qui est la langue française. Pas que la décolonisation d'ailleurs, toute l'histoire de nos pays francophones. Donc, le premier axe, c'est la promotion, le rayonnement du français, mais aussi du multilinguisme, parce que l'idée n'est pas de mener un combat du français contre l'anglais. On comprend très bien l'utilité de l'anglais, qui est aussi une langue magnifique, mais il ne faut pas que cela se traduise par une hégémonie qui n'est jamais bonne, que ce soit en matière linguistique, culturelle ou économique, et qu'on laisse au français, qui a été la première langue internationale au XVIIe, XVIIIe siècle, et même partie du XIXe siècle, qu'on lui laisse toute sa part, de même d'ailleurs qu'aux autres langues,
importantes, comme l'espagnol ou l'arabe. Donc, c'est ça l'idée. Première priorité. La deuxième priorité, c'est que, et c'est là la particularité de la francophonie par rapport à d'autres organisations, c'est de placer le facteur humain euh, de façon prioritaire par rapport au facteur économique. Le facteur économique, le rendement, la prospérité économique est importante. La francophonie ne le méconnaît pas. Il y a bien d'ailleurs une stratégie économique de la francophonie, mais le facteur humain est considéré comme prioritaire, comme plus important. Donc la deuxième priorité, c'est la démocratie, la défense de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Donc, conserver cette part d'humanisme-là, même au voilà, travers d'organisations qui pourraient paraître très austères vues de l'extérieur. exactement, exactement. Donc au-delà du rayonnement de la langue française, il y a tout ce qui finalement nous lie, nous les pays francophones, c'est cet attachement que vous disiez, comme vous disiez, humaniste, à la démocratie et aux droits de l'homme. Ce qui nous donne beaucoup de travail, parce que chaque fois que la démocratie est menacée, je pense par exemple en Afrique, nous avons subi, nous avons été confrontés à plusieurs coups d'État au cours des 2 dernières années, hein, au Mali, en Guinée, au Tchad, ou à des pays qui sont confrontés à des bandes armées ou des mouvements terroristes, hein, comme par exemple la République centrafricaine et bien d'autres, notamment les pays du G5 Sahel, eh bien, nous sommes là pour les accompagner, pour les aider et pour essayer de promouvoir, de développer, de secourir parfois la démocratie et les droits de l'homme. Il y a un troisième volet qui est essentiel, une troisième priorité, qui est l'éducation et la formation. Parce que, un peu dans l'esprit des Lumières, d'un philosophe comme Condorcet, par exemple, la francophonie considère que, et c'est toujours cet esprit humaniste, l'homme, la femme, bien sûr, l'être humain ne peut progresser que par un niveau d'éducation plus développé. Donc, que l'éducation est le vecteur par lequel l'humanité peut progresser, peut avancer. Le socle commun. Voilà. Et d'ailleurs, le niveau d'éducation en français est une clé, on l'a évoqué tout à l'heure au début de cet entretien, une clé pour l'avenir de la francophonie. C'est-à-dire qu'on arrivera, on arrivera peut-être à ces 500 millions de locuteurs à l'horizon 2050 et beaucoup plus après, si les systèmes éducatifs, notamment dans les pays en développement, permettent l'enseignement en français. Donc, il y a le développement de l'éducation et de la formation. Et la quatrième priorité principale, c'est le développement économique, développement économique durable et solidaire. C'est-à-dire un développement économique, bien sûr, mais qui se fasse en prenant pleinement en considération les exigences de l'environnement, de la nécessité de préserver notre planète, qui est notre bien commun, pas simplement à court terme, mais à moyen et long et très long terme, et un développement économique qui soit également solidaire, c'est-à-dire qui ne se fasse pas au profit des uns et aux dépens des autres, qui essaie d'être gagnant-gagnant pour l'ensemble du monde francophone, sachant que il y a toujours cette attitude dans la francophonie, lorsqu'un pays est en difficulté, eh bien, on lui vient au secours, on marque notre solidarité à la fois en termes de plaidoyer, mais aussi sur le plan financier. Et l'APF, donc, l'action de l'APF s'articule sur ces 4 grandes priorités, qui recoupent d'ailleurs en grande partie celles des autres acteurs, et notamment de l'OIF qu'on évoquait tout à l'heure. Mais voilà, c'est je dirais que l'APF a sa spécificité dans la mise en œuvre de ces priorités. Et les parlementaires qui composent, dans le fond, l'APF,
Comment voient-ils leur rôle? Est-ce que vraiment c'est comme une mission où on le sait, parfois les parlementaires sont là que de passage, hein, les mandats à court terme, mais réussissent-ils à vraiment embrasser cette vision à long terme-là qui vient avec les 4 orientations dont vous nous avez parlé? Alors d'abord, il faut savoir que le monde parlementaire de l'APF est extrêmement varié et qu'on ne peut pas donner une réponse unilatérale à votre question puisque, ils sont à peu près 1 millier, répartis sur 5 continents dans 90 parlements, hein. Donc alors quand je dis 90 parlements, ce soit des parlements d'États souverains, soit, de régions, de provinces comme le Québec. Enfin qui correspondent à des entités qui pourraient être celles d'États. Donc 90 parlements dans le monde, sur les 5 continents. Les implications sont différentes selon les régions, selon les parlements. Nous avons d'ailleurs, plusieurs commissions spécialisées, comme par exemple la commission politique, la commission de la coopération du développement, la commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui précisément permettent aux parlementaires, en fonction de leurs compétences, à ces 1000 parlementaires, en fonction de leurs compétences, d'intervenir, de s'investir, et certains le font avec beaucoup de motivation et beaucoup d'allant. Je Oui. précise quand même, juste pour les auditeurs, pour qu'ils aient une petite idée, c'est que l'APF est dirigé par un bureau qui représente toutes les régions et toutes les sous-régions, de façon à respecter un équilibre. Et aujourd'hui, elle est présidée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soumaoro. Elle a comme secrétaire général parlementaire, qui joue en fait le rôle de président exécutif, hein, de président délégué au quotidien, M. Krabal, qui est député français de l'Aisne. Et elle a comme premier vice-président, qui a vocation à devenir président, M. Drouin, qui est aujourd'hui député du Canada. Mais elle a eu comme ancien président, son précédent président était québécois, puisqu'il s'agissait de François Paradis, que chacun connaît au Québec, hein, comme président de l'Assemblée nationale du Québec. Tout à Et fait. comme journaliste aussi. Comme journaliste. Exactement, c'est ça, comme M. Paradis a été longtemps journaliste avant de devenir un parlementaire. J'ai envie de revenir avec vous sur la francophonie. La francophonie, tout à l'heure, vous avez parlé des ambitions. Qu'on aura la chance d'avoir un bassin de locuteurs encore plus grand et qui sera probablement, même s'il sera très concentré du côté de l'Afrique, peut-être qu'on réussira à rayonner encore longtemps sur les 5 continents. Mais j'aimerais voir avec vous s'il y avait des chantiers phares à penser pour la prochaine décennie. Ce serait quoi, selon vous, les principaux chantiers? Alors, ben, ça correspond aux priorités que je viens d'évoquer. Le rayonnement de la langue française, et vous voyez, les défis sont partout. Ils sont par exemple en Europe, où après le Brexit, il n'y a plus que 3% des citoyens européens qui ont l'anglais comme langue maternelle, alors même que l'anglais est, dans les institutions européennes, la langue dominante. Donc là, il y a un rééquilibrage à faire entre l'anglais et les autres langues, en particulier le français. Donc ça, c'est un défi qui nous attend et qui va bien falloir relever, parce qu'il n'est pas normal que la langue dominante soit parlée par seulement 3% des natifs d'un espace quand même de quelques 500 millions d'habitants. Le défi est par exemple en Asie, où le français, qui a été longtemps parlé, notamment par les élites, au Cambodge, au Laos, au Vietnam, est moins attrayant pour les jeunes générations. Donc là, il faut arriver à faire comprendre que la maîtrise du français est un atout, notamment dans le monde des affaires, dans le monde du numérique, dans le domaine scientifique. Donc il y a aussi beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. En Afrique, le défi est un défi éducatif principalement, puisque l'avenir de la langue française dépend
des systèmes éducatifs, sachant que le français, dans beaucoup de pays, est le lien commun. Par exemple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou comme le Cameroun ou comme le Sénégal, c'est la seule langue commune parlée par tous les habitants qui parlent par ailleurs toute une série de langues locales, mais voilà, en Côte d'Ivoire, par exemple, le français est la seule langue qui puisse être parlée par tous les Ivoiriens. Donc, c'est un, c'est un défi très important sur ce continent. Et puis, je pense que chez vous, en Amérique du Nord, il y a toute cette problématique de l'avenir du français, qui est une langue officielle au Canada, dans les provinces du Canada. Je pense par exemple à l'Ontario, où le français peut être menacé parfois par une facilité à utiliser l'anglais, alors que c'est une richesse et qui mérite d'être préservée. Tout à fait. Et du côté, justement, on parle souvent de l'Ontario, on va parler également du côté du Nouveau-Brunswick avec l'Acadie, qui se prolonge également un peu de la Absolument. Nouvelle-Écosse. Je les avais en tête, sans vouloir trop en citer, mais je les avais en tête. Alors, l'autre défi, bon, évidemment, c'est le défi environnemental, on en a parlé tout à l'heure. On ne va pas revenir dessus parce qu'il est immense et il présente de nombreux aspects. Et puis, il y a au quotidien la défense de la démocratie et des droits de l'homme. Et ça, on voit bien que ils sont menacés régulièrement. Hein. Il y a toujours cette tentation, soit de renversement par des coups d'État, soit de prise du pouvoir par des gouvernements ou des leaders populistes dont le respect des droits de l'homme n'est pas nécessairement la priorité première. Donc là aussi, nous avons comme chantier le fait de veiller au quotidien à préserver et à développer autant que possible ces valeurs humanistes de la démocratie et des droits de l'homme. L'homme de mots que vous êtes, j'ai envie de vous dire, face aux défis, que ce soit l'anglais ou d'autres langues qui prennent beaucoup de place dans l'espace public, est-ce que le premier défi, ce serait d'oser penser en français certaines réalités comme celle du numérique qui nous interpelle beaucoup avec un vocabulaire en anglais? Donc, oser penser en français pour être capable de finalement agir et nommer en français. Oui, c'est absolument essentiel en fait parce que une langue, ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est aussi un outil de pensée et de réflexion. Et la pensée et la réflexion se structurent au travers d'une langue. On le voit bien, par exemple, dans le domaine juridique, j'évoquais les institutions de l'Union européenne. Selon qu'on laisse l'anglais dominer de manière hégémonique ou qu'on permet un équilibre des langues, le système juridique qui prévaudra ne sera pas le même. L'anglais étant habitué enfin, reposant sur une conception juridique fondée essentiellement sur la jurisprudence, alors que une langue comme le français, beaucoup plus sur un droit écrit. Et donc, on voit bien que derrière la langue, ce sont des systèmes de pensée qui se profilent. Et pour la richesse de l'humanité, pour son avenir, pour son bien-être, il vaut mieux qu'elle ait à disposition plusieurs dispositifs qu'elle puisse comparer, qui puissent jouer de synergie plutôt qu'un seul. Donc ça, c'est absolument important, d'autant que le français a des atouts particuliers par rapport à l'anglais. L'anglais souffre de son succès, au sens où la langue anglaise tend pour beaucoup de ces locuteurs, à se réduire à un globish appauvri, c'est-à-dire une langue purement utilitaire, là où le français a tendance à s'enrichir énormément des usages, des parlers, des inventions locales. Bon, vous avez cette capacité au Québec à créer des mots qui est extraordinaire, mais on la trouve aussi beaucoup dans un grand nombre de pays africains. On la trouve en Polynésie, on la trouve même en Asie, on la trouve en Europe, en Belgique par exemple, ou en Suisse. On la trouve aussi en France, mais donc c'est dire que y a des atouts liés à la langue française qui lui sont spécifiques et qui
et qui méritent d'être développés. Et pour vous donner un exemple de cela, je voudrais faire référence à la création récente du dictionnaire des francophones, Oui. dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été créé il y a 1 an et qui est un dictionnaire en fait qui est en ligne et qui permet à tous les francophones de proposer des termes qui viennent d'être inventés pour recenser l'ensemble des vocables utilisés dans le monde francophone. Eh bien, figurez-vous que le dictionnaire des francophones, alors vous savez, chacun sait, qui a appris le français et l'anglais, par exemple, se souvient que dans le dictionnaire français-anglais, traditionnellement, il y a à peu près un tiers du dictionnaire qui est réservé à des mots français et les 2 autres tiers à des mots anglais. Tout simplement parce que l'anglais cumule les mots de l'ancien français avec les mots saxons. Donc, il y a souvent, pour un terme français, l'équivalent de l'ancien français et le terme saxon. Mais cette créativité du français tente à changer la donne, puisque on recense traditionnellement dans l'Oxford English Dictionary, qui recense l'ensemble des vocables anglais, environ 250 000 mots. Là où, maintenant, le dictionnaire des francophones en comporte 400 000, et on estime d'ici peut-être 5 à 10 ans, 1 million de mots. C'est donc là, on voit bien qu'on a une langue anglaise qui, je dirais, tente à parfois s'appauvrir, en tout cas se développer de façon, je dirais, avec un certain nombre de limites, là où le français a une capacité de créativité. Et derrière cette créativité, il y a encore une fois tout un système de pensée qui est à l'œuvre. Alors, l'homogénéisation d'une langue anglaise, le globish dont parle Claude Agege notamment, par versus exemple, la personnalisation des réalités locales qui permettent de développer ce français qui est peut-être moins standard, moins académicien, on pourrait dire, mais qui permet vraiment de traduire la réalité au quotidien des populations qui vivent en français. c'est ça. Et je pense que cet aspect-là, on doit aussi y veiller dans le domaine scientifique, parce qu'il y a une sorte aussi de volonté hégémonique de l'anglais dans ce domaine. C'est-à-dire que si on veut publier des études scientifiques, des articles scientifiques, il faut toujours que ce soit en anglais, avec des résumés en anglais, même si on est francophone. C'est quand même un paradoxe. Et donc là, il y a un rééquilibrage aussi qui est fait. Et je crois que le scientifique du Québec, M. Quirion, est en train de mener une initiative tout à fait utile dans ce domaine, avec la création du conseil, son conseil scientifique des francophones. Enfin, l'intitulé est un peu différent, mais je le résume pour les auditeurs, de façon, pour pouvoir développer le travail scientifique en français, parallèlement à celui en anglais. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'un combat d'une langue par rapport à une autre, mais de laisser les francophones, les scientifiques francophones, pouvoir également publier en français. C'est ça, penser et réfléchir en français et donner accès aussi à un savoir en français à des populations qui peut-être ont moins accès également à des savoirs anglais. Donc, tout à fait, l'initiative de M. Quirion est à saluer puisque c'est un combat depuis des dizaines d'années du côté notamment des chercheurs québécois de pouvoir publier et d'être diffusés en français. Monsieur Maury, puisque nous avançons tranquillement dans le temps, j'ai envie de discuter avec vous de votre parcours d'auteur. Vous avez choisi d'explorer différents genres littéraires au travers de la dizaine d'ouvrages que vous avez publiés. Pourquoi avoir choisi toutes ces belles voix que sont à la fois le roman, la nouvelle, la poésie? Qu'est-ce qui vous a amené, dans le fond, à essayer différents styles d'écriture? Oh, je pense que c'est peut-être l'amour de la littérature. Donc, la littérature est un espace, enfin, comporte des gens extrêmement différents. Euh, on a parlé de la poésie tout à l'heure. Ça donne souvent envie de la partager et de la faire connaître. Donc, il n'y avait pas eu d'anthologie de la poésie européenne jusqu'ici. Donc, j'ai eu envie d'en offrir une aux lecteurs.
et il n'y avait pas d'anthologie des poètes francophones qui couvre, je dirais, tous les continents et toutes les époques. Et j'ai eu envie aussi d'en offrir un florilège. Senghor nous avait ouvert la voie hein, avec son anthologie de la poésie de langue française il y a une bonne cinquantaine d'années, mais à l'époque, il n'avait retenu que les poètes du continent africain, et encore pas tous, et d'Haïti. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une approche d'ensemble. Bien sûr, il y a aussi des anthologies de la poésie québécoise, il y en a plusieurs. Mais je trouvais que c'était intéressant d'avoir une anthologie de l'ensemble de l'espace francophone pour voir justement cette richesse de la langue française et ces voix qui se répondent d'un coin à l'autre de cet espace. C'est un Donc véritable voilà, voyage, en fait, que vous nous offrez dans votre dernière oui, oui, c'est un anthologie. voyage, c'est un voyage, c'est un voyage. Et d'ailleurs, en lisant certains de ces textes, ça me fait beaucoup penser à nos missions un peu partout dans le monde de cet espace francophone. Alors après, évidemment, il y a le roman, l'essai et la nouvelle, oui, auquel je me suis livré, à la biographie. Euh, oui, je pense que c'est lié à cet amour multiforme pour la littérature. Pourquoi vouloir s'enfermer dans un style alors que tous méritent d'être découverts et pratiqués? Et quelles sont vos principales sources d'inspiration pour justement vous accompagner dans cette exploration-là du genre littéraire? En fait, c'est un peu l'effet du hasard. D'ailleurs, j'ai écrit une série de nouvelles qui s'appelle Chemin de hasard, dans lequel j'ai essayé de montrer combien les destins individuels, parfois collectifs, sont le produit du hasard. Non pas que la liberté individuelle ne joue pas et que la volonté individuelle ne joue pas, mais souvent, les destins peuvent totalement tourner, changer par l'effet du hasard, par l'effet d'une rencontre, d'une coïncidence, d'un événement. Et cette idée-là m'a beaucoup fasciné. Vous savez, Einstein, qui avait un esprit extrêmement rationnel et qui a essayé d'expliquer les lois de l'univers de façon très rigoureuse, considérait que le hasard jouait un rôle majeur, en fait, hein, dans le destin collectif. Et je crois que c'est aussi le cas dans le destin individuel, beaucoup plus qu'on ne le croit, même si, encore une fois, ça n'occulte pas la part de liberté individuelle. La part de choix, en Donc fait. en fait, ces œuvres littéraires sont souvent aussi l'effet du hasard. Vous voyez, par exemple, j'ai été responsable de la bibliothèque du Palais Bourbon. Ça m'a amené à rencontrer une figure tout à fait originale et qui est le dernier propriétaire privé du Palais Bourbon, qui était le propriétaire également du fameux château de Chantilly, l'une des plus riches fortunes de France, et qui a eu un destin extraordinaire. Donc j'ai découvert sa vie qui n'avait jamais été vraiment racontée, et cela m'a donné envie de raconter sa vie, qui est fait l'objet d'une biographie que j'ai publiée il y a quelques années, qui s'appelle Le Dernier des Condés. Chemin de hasard, voilà, ce recueil de nouvelles, en fait, c'est le constat de ce rôle du hasard dans les destinées individuelles. Et j'ai écrit également un roman qui s'appelle Rien, parce que j'ai entendu un jour une interview croisée de Jean d'Ormesson, vous savez, l'académicien français Jean d'Ormesson, qui expliquait que Flaubert avait eu le rêve d'écrire un livre sur rien et que finalement, lui aussi, mais qui n'avait jamais pu le réaliser. Il y avait des écrivains d'ailleurs francophones autour de lui qui disaient bah oui, ce serait un beau projet. Mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire ce livre? Et j'ai donc écrit ce livre sur rien. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu toujours l'effet des rencontres, des circonstances, des hasards. Avant de conclure cette grande entrevue, est-ce que vous auriez des coups de cœur à partager avec nos auditeurs?
Alors, vous m'aviez posé la question et j'y réfléchis sans y réfléchir. C'est-à-dire que je me suis dit hier, est-ce qu'il y a 4 ou 5 images comme ça, d'instinct, qui me viendraient comme coup de cœur? Écoutez, je vais vous les livrer en vrac, si Allez-y. vous voulez bien. La première image qui m'est venue comme coup de cœur, c'est celle d'un lieu. Et ce lieu, c'est la maison de Senghor à Dakar, face à la baie de Dakar et à sa directrice, qui est d'ailleurs une de ses anciennes étudiantes, qui est une maison extraordinaire où l'on retrouve, qui n'a pas changé depuis le départ et la mort de Senghor, où l'on retrouve à la fois le poète, le président, le francophone. Euh, voilà, c'est une image que j'ai gravée au fond, dans ma tête et que je recommande à tous ceux qui vont au Sénégal. La deuxième image qui m'est venue, c'est non pas d'un lieu, mais d'un moment. Et puis, puisque vous me parlez de Québec, eh bien, c'est tout simplement ce moment où, il y a une dizaine d'années, j'ai remonté le Saint-Laurent en bateau avec, avec un casque les chansons de Céline Dion. Alors vous allez me dire que c'est assez cliché, mais il se trouve que ça s'est produit, que c'était pas volontaire, c'est que cette chanson est passée à ce moment-là, ces chansons sont passées à ce moment-là, et voilà, ça m'a marqué. J'aurais un autre coup de cœur qui est plus celui d'un monument. Mhm. Il y a 2 ans, au Cambodge, la découverte des temples d'Angkor, qui sont parmi les monuments les plus extraordinaires qui aient jamais été créés, qui sont encore nimbés de mystères. Et oui, ça, c'est aussi un coup de cœur. Je pourrais évoquer aussi une chanson comme une chanson de Brel, par exemple, comme Les Marquises, qui évoque un autre univers francophone aux antipodes de sa Belgique natale, en Polynésie française, et qui me fait penser d'ailleurs à un événement qui s'est produit la semaine dernière au Parlement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles, qui a pour la première fois inauguré, à mon avis c'est le premier Parlement qui fait cela, inauguré des salles au nom de grandes figures de la francophonie. Alors belge évidemment, puisqu'il s'agit d'un Parlement belge, et donc étaient présents à ce rendez-vous et ont reçu l'ordre de la Pléiade, qui est l'ordre de la francophonie délivré par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Amélie Nothomb, l'écrivain Amélie Nothomb, Yolande Moreau, la grande réalisatrice et actrice, le prix Nobel de physique, François Eglert, qui est l'inventeur du fameux boson de Higgs avec X, et Pierre Alechinsky, le grand peintre belge Pierre Alechinsky. Donc, vous voyez, voilà des coups de cœur qui nous ramènent jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Maury, secrétaire général administratif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, auteur multigenre, j'oserais dire, profondément amoureux des mots. Un immense merci pour cette rencontre fort enrichissante et ce voyage à travers votre francophonie. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Vous avez aimé cette grande entrevue? Vous connaissez des personnalités francophones et inspirantes? Faites-nous en part en nous écrivant à l'adresse franco.sansfrontières, frontières avec un s, @gmail.com. Au microphone et à la réalisation, Sophie Amel Dufour, à la musique originale, Florent Cheminal. Les grandes entrevues de Radio Francophonie sans frontières, une production Francophonie sans frontières 2021. Nous vous disons à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.